La scène entre Jason et Kaneki dans Tokyo Ghoul est profondément troublante et marque un tournant crucial dans l'évolution du personnage de Kaneki. Jason, un tortureur sadique, utilise des méthodes extrêmes pour briser Kaneki. Placer un mille pattes chinois à tête rouge dans son oreille est non seulement physiquement douloureux, mais symbolise aussi la façon dont Jason tente de s'infiltrer mentalement dans Kaneki, le torturant psychologiquement tout en infligeant des souffrances physiques insupportables. La torture de Kaneki va au-delà du physique lorsqu'il est contraint de choisir entre tuer Koto ou Kei. Un choix impossible imposé par Jason pour pousser Kaneki dans ses derniers retranchements émotionnels. Kaneki, initialement pacifique et réservé, est poussé à bout jusqu'à ce que son côté ghoul, une facette de lui-même qu'il avait longtemps réprimée, émerge enfin. Cette torture atroce agit comme un catalyseur pour une transformation radicale chez Kaneki. C'est un moment de rupture où Kaneki embrasse enfin sa nature de ghoul. Non pas par choix, mais par nécessité de survie. Maintenant libéré de ses contraintes, Kaneki manifeste une force et une détermination nouvelles. Il parvient non seulement à échapper à Jason, mais aussi à le vaincre en mangeant son kagun, l'organe prédominant des ghouls utilisé pour combattre. Cette scène est à la fois choquante et libérateur. Voir Kaneki, autrefois doux et réservé, devenir si impitoyable est difficile pour le spectateur. Mais c'est aussi une revanche sur Jason, qui goûte enfin à sa propre cruauté. Cette séquence est l'une des plus puissantes de Tokyo Ghoul. Non seulement par sa brutalité, mais par ce qu'elle signifie pour l'évolution du personnage de Kaneki. Elle marque le point de non-retour pour lui, faisant de cette scène un moment clé de la série, où la fragilité humaine rencontre la brutalité de la réalité des ghouls. Oui, la plupart des amateurs d'anime connaissent bien ces sentiments de plaisir, d'apaisement et de satisfaction. Voici 7 moments où les personnages ont pris le rôle du méchant pour se venger. Mahito est l'un des antagonistes les plus cruels et impitoyables de Jujutsu Kaisen. Ce fléau anthropomorphe est particulièrement redoutable en raison de sa capacité à manipuler les âmes, une compétence qui lui permet de transformer des milliers de personnes en monstres mutants. Cette transformation irréversible détruit non seulement leur corps, mais aussi leur vie. Tout cela pour le plaisir sadique de Mahito. Lors de l'arc de Shibuya, Mahito pousse sa cruauté à un niveau supérieur. Il tente de détruire la population entière de Shibuya, causant chaos et désespoir parmi les civils. Cette démonstration de puissance et de mépris pour la vie humaine montre à quel point il est devenu confiant en ses capacités. Son arrogance est telle qu'il ne peut imaginer une défaite, croyant fermement que ses techniques et sa force surpassent tout adversaire potentiel. Mais son excès de confiance devient sa faiblesse. Lorsqu'il affronte Todo et Itadori, il réalise que même sa forme la plus puissante, l'entité annihilatrice, ne suffit pas pour vaincre leurs attaques coordonnées. Itadori, avec son rayon noir infusé d'énergie occulte, et Todo, avec sa technique Boogie Woogie, forment un duo redoutable. Le rayon noir de Itadori est une manifestation rare et puissante de l'énergie occulte, augmentant la force de ses coups de manière exponentielle. D'autre part, la technique Boogie Woogie de Todo, qui lui permet de changer instantanément de place avec une autre personne ou un objet, ajoute une dimension imprévisible et stratégique au combat. Ensemble, ces techniques créent un combo formidable, permettant à Itadori et Todo de surclasser Mahito. Les Vor travaillant ensemble rappellent leurs interactions et la dynamique établie dans la première saison de Jujutsu Kaisen. Leur synchronisation et leur complémentarité sur le champ de bataille soulignent l'évolution de leur relation, passant de camarades à partenaires de combat parfaitement synchronisés. Cette alliance est non seulement efficace, mais aussi visuellement impressionnante, capturant l'essence du travail d'équipe et de la détermination face à une menace apparemment insurmontable.
En fin de compte, la défaite de Mahito face à Itadori et Todo est une victoire bien méritée. Voir cette tête minable est tellement satisfaisant. Ouais, c'est trop kiffant. Ce moment représente non seulement la justice pour toutes les victimes de Mahito, mais aussi la croissance et la résilience des protagonistes face à l'adversité. Dans l'univers de Naruto, Shikamaru est l'un des personnages les plus intelligents, avec un QI dépassant 200. L'une des démonstrations les plus impressionnantes de son génie se déroule après la mort de son sensei, Azuma Sarutobi, tué par Hidan, un membre de l'Akatsuki. Pour venger Azuma, Shikamaru a un plan. Attirer Hidan dans une forêt qu'il a soigneusement préparée avec des pièges et des explosifs. La confiance excessive d'Hidan dans son immortalité et son jutsu spécial, qui lui permet de relier son corps à celui de ses adversaires en utilisant leur sang, bon, d'habitude ça marche et c'est justement comme ça qu'il a pu prendre la vie d'Azuma. Mais là, ça joue en sa défaveur. Hidan pense avoir obtenu le sang de Shikamaru, mais en réalité, Shikamaru a astucieusement substitué ce sang avec celui de Kakuzu, le partenaire d'Hidan. Hidan, croyant qu'il peut tuer Shikamaru en se blessant, se poignarde, mais les blessures sont infligées à Kakuzu à la place. Cela montre non seulement la ruse de Shikamaru, mais aussi sa capacité à anticiper et manipuler les actions de ses adversaires. La stratégie de Shikamaru ne s'arrête pas là. Utilisant ses ombres pour immobiliser Hidan, il le piège dans une zone qu'il a saturée de balises explosives. Hidan, malgré son immortalité, ne peut échapper aux explosions. Pourtant, il essaye tant bien que mal de trouver des solutions pour s'en sortir de là, mais le gamin avait tout prévu. Depuis sa naissance, il lit en lui comme dans un livre ouvert. Finalement, Shikamaru active les explosifs, réduisant Hidan en morceaux. Dans un acte symbolique de vengeance et de justice, et pour s'assurer qu'Hidan ne puisse jamais nuire à nouveau, Shikamaru enterre les restes de Hidan sous terre, dans un endroit secret de la forêt Nara, condamnant Hidan à une éternité d'immobilité, d'impuissance et d'obscurité. Cette confrontation met en lumière la capacité de Shikamaru à utiliser sa formidable intelligence, non seulement pour élaborer des stratégies complexes, mais aussi pour exploiter les faiblesses de ses adversaires. En combinant son intellect avec une motivation intense, Shikamaru démontre qu'il est l'un des ninjas les plus redoutables de Konoha, capable de transformer même les situations les plus désespérées en victoires décisives. Il montre comment, même face à des ennemis apparemment invincibles, une préparation minutieuse et une pensée rapide peuvent triompher. La scène dans laquelle Gon affronte Pitou après la mort de Kit dans Hunter x Hunter est l'un des moments les plus intenses et émotionnellement complexes de la série. Gon, habituellement un personnage doux, optimiste et joyeux, est poussé à ses limites émotionnelles et psychologiques par la mort de Kit, qu'il considérait comme un mentor et un ami précieux. Sa réaction est d'autant plus poignante parce que ce n'est pas simplement un désir de vengeance, mais une manifestation de son désespoir et de sa culpabilité. Il se blâme de ne pas avoir été assez fort pour protéger Kit, et cette culpabilité le consomme. La transformation de Gon en sa forme adulte est symbolique. Il renonce à son avenir, à tout le potentiel qu'il aurait pu avoir pour obtenir une puissance immédiate capable de détruire Pitou. C'est une décision impulsive et autodestructrice qui reflète l'état de détresse émotionnelle dans lequel il se trouve. Cette transformation montre également à quel point il est prêt à aller pour venger ce qu'il aime, même au prix de sa propre vie. La bataille qui suit est brutale. Gon, dans sa forme adulte, écrase littéralement Pitou avec une violence qui va fortement à l'encontre de son caractère habituel. Cette scène est difficile à regarder car elle montre Gon sombrant dans une rage aveugle,
perdant une partie de son humanité dans le processus. Ce n'est pas seulement la vengeance qui motive Gon, mais un désir dévastateur de punir Pitou pour avoir pris quelqu'un qu'il aimait. Pour les spectateurs, ce moment est ambigu. D'une part, c'est satisfaisant de voir Gon triompher et venger Kid. Pitou, un personnage qui a causé beaucoup de douleur et de souffrance, et voir justice rendue, même de manière violente, apporte une certaine satisfaction. Mais cette satisfaction est ternie par la connaissance des sacrifices que Gon a dû faire pour atteindre cet objectif. En fin de compte, cette scène est une exploration profonde des thèmes de la vengeance, de la perte et des conséquences des actions impulsives. Elle montre que la vengeance, bien qu'elle puisse apporter un soulagement momentané, a souvent des coups terribles. Gon obtient sa revanche, mais il le fait au prix de son avenir et de son innocence. La disparition de Maes Hughes fut l'un des moments les plus tristes de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Hughes était un personnage particulièrement apprécié, non seulement par ses camarades, mais aussi par les fans de la série. Son caractère jovial, son humour contagieux et sa nature bienveillante en faisaient un personnage attachant. Toujours prêt à sortir une photo de sa famille. Il parlait sans cesse de sa femme Gracia et de sa fille Alicia, affichant un amour familial qui touchait profondément ceux qui le côtoyaient. Hughes jouait également un rôle crucial dans l'intrigue, en tant qu'officier perspicace de l'armée, souvent en train de travailler en coulisses pour dénouer les fils complexes des conspirations en cours. Sa mort n'est pas simplement un coup dur émotionnellement, mais elle marque aussi un tournant significatif dans l'histoire, soulignant les dangers et la profondeur de la corruption au sein du gouvernement et de l'armée. La brutalité et la soudaineté de son assassinat, perpétré par Envy, un homonculus capable de changer d'apparence, ajoutent à l'horreur de l'événement. Hughes est tué sans pitié, seul et loin de ce qu'il aime, laissant derrière lui un vide immense. C'est donc une expérience satisfaisante lorsque Roy Mustang, son ami proche et collègue, déchaîne une série d'attaques enflammées sur le tueur de Hughes, Envy. Roy, habituellement calculé et maître de ses émotions, est submergé par la rage et le désir de vengeance. Sa douleur et sa colère se manifestent par des flammes dévastatrices, reflétant la profondeur de son chagrin et de son désespoir. Ce moment est non seulement une libération émotionnelle pour Roy, mais aussi pour les spectateurs, qui ressentent la justice, bien que violente, s'abattre sur Envy. Mais c'est aussi un peu dérangeant de voir Roy être aussi impitoyable. La série, habituellement axée sur la morale et les conséquences des actions, nous présente ici un héros embrassant temporairement des méthodes brutales pour apaiser sa propre souffrance. La vengeance de Roy Mustang n'est pas simplement une réaction personnelle, mais aussi un acte de justice pour Hughes. Un moyen de faire face à la perte et de rappeler que même les héros peuvent être profondément affectés par les tragédies.